Bonjour à toutes et tous. Nous vivons ce qui n'est pas la première crise du Golfe depuis la création du Conseil de coopération qui date quand même de 1981. Mais c'est sans doute, en tout cas, pour autant qu'on puisse en juger à ce stade, la plus grave. Et elle pose énormément de questions. Bienheureux quiconque sait parfaitement expliquer ce qui se passe. La première question, c'est sans doute la nature réelle des sanctions prises par l'Arabie saoudite et ses alliés. De quoi il s'agit? Parce qu'on parle d'embargo, il est même question de livraison de produits alimentaires depuis l'Iran, on parle de rupture des relations aériennes, enfin bref, ce serait bien de comprendre de quoi il s'agit. Deuxièmement, ce serait bien de comprendre les raisons que mettent en avant l'Arabie saoudite et ses alliés, essayer au moins de les nommer pour savoir sur quel pied danser, quoi. Troisièmement, parce que je doute que les raisons avancées par l'Arabie saoudite et ses alliés soient vraiment les vraies, je pense que ce serait important de réfléchir sur les vraies raisons. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise? Quatrième question, qui me semble importante et pas évidente, c'est le rôle des États-Unis. Est-ce qu'ils sont ou non derrière le déclenchement de cette crise? On ne peut pas ne pas constater de toute évidence que la crise suit de près le voyage du nouveau président américain, enfin à force de dire qu'il est nouveau, il n'est plus vraiment, ni imprévisible, parce que ça, depuis le temps qu'on le dit. Voilà. Donc il y a visiblement, dans la chronologie en tout cas, un lien entre le voyage de Trump au Moyen-Orient et le déclenchement de la crise. Et puis, cinquième question, jusqu'où ça peut aller? Beaucoup d'observateurs, de journalistes qui savent tout, savent que ça n'ira pas très loin, qu'on ne risque pas grand-chose. Moi, personnellement, qui ne suis pas du tout un spécialiste du Golfe, je dois dire que le discours de Trump anti-Iran me fait beaucoup penser, très similaire, au discours anti-Irak de George W. Bush. Et donc, on sait comment ça a commencé, on sait aussi comment ça a fini, et on sait qu'on le paye toujours 15 ans ou presque 15 ans plus tard. Alors, pour répondre à ces 5 questions et à toutes les vôtres que vous aurez à ajouter, nous avons une experte reconnue, Agnès Levallois. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Elle est, je le dis d'abord, vice-présidente de l'IREMO, spécialiste du Moyen-Orient, et elle a occupé beaucoup de fonctions à ce titre, celle d'analyste Proche-Orient au secrétariat général de la Défense nationale, responsable du bureau monde arabe et persan à la délégation aux affaires stratégiques au ministère de la Défense. Elle a été journaliste à Nord-Sud Export, dans le groupe Le Monde à l'époque. Elle a été aussi collaboratrice du Monde de l'économie. Elle a été directrice de l'information et des programmes de RMC Moyen-Orient, qui est toujours la filiale arabophone de RFI. Elle a été directrice adjointe de la rédaction de France 24. C'est dire que Agnès Levallois a toutes les qualités et tous les titres nécessaires, mais c'est surtout les qualités qui nous importent, pour répondre à ces questions et animer avec vous un moment de réflexion d'une heure et demie à peu près sur cette crise dont j'observe d'ailleurs qu'elle a fait les gros titres, mais que le nombre de moments de réflexion réels sont très peu nombreux. On est étonné parfois par la vacuité de beaucoup de commentaires. Bon, audiovisuel, ça c'est presque normal, mais même écrit, et c'est plus anormal. Voilà, donc tu connais la règle du jeu puisque tu es de cette maison. Donc tu as 20 minutes, 30 minutes, enfin, comme tu veux, pour introduire ton propos. Et puis ensuite, on répond
aux questions de nos amis. Voilà. Merci beaucoup Dominique, merci à vous tous et à vous toutes d'être ici pour parler de ce sujet. Première remarque, soyons très modestes dans l'analyse de ce qui se passe parce qu'effectivement la situation est quand même extrêmement compliquée, qu'on n'a pas toujours tous les éléments, même en cherchant, en regardant, en discutant, en allant chercher les informations le plus près possible des différentes sources. Restons très modestes dans l'analyse de ce qui se passe et de ce qui peut se passer. Néanmoins, on est quand même en mesure d'essayer d'expliquer et de donner quelques pistes de réflexion et quelques éléments concrets pour essayer de répondre aux questions que tu poses, Dominique. En commençant donc par cette première question, que veut dire cet embargo? Que veulent dire ces sanctions qui sont imposées à ce tout petit État du Qatar, parce que c'est vrai que quand vous voyez la carte, j'imagine que vous avez tous en tête la carte du Qatar et de la proximité avec l'Arabie Saoudite, de la position géopolitique et géographique simplement de ce petit émirat qui est tout petit. Petit rappel, 2 millions d'habitants, mais dont 250 000 maximum locaux, donc des Qatariens, ce qui est donc une population vraiment extrêmement faible. Donc ça c'est important parce que ça donne à dire des choses sur la situation de ce pays par rapport à l'Arabie Saoudite. Un pays très riche, comme vous le savez, un des pays les plus riches au monde grâce à ses réserves de gaz, qui lui donne une tranquillité pour quelques années, même si le Qatar s'est engagé évidemment dans une diversification de son économie, sachant qu'un jour ou l'autre, les réserves gazières s'arrêteraient et que donc il faut prévoir l'avenir. Donc, ces petits éléments de présentation pour comprendre quand même ce que représente ce Qatar, qui est donc un tout petit pays avec une toute petite population, mais des moyens considérables. Et si je le rappelle, c'est que vous verrez dans la suite du propos, ça a évidemment son importance et ça a du sens. Mais c'est un pays qui est foncièrement dépendant de son environnement parce que tout seul, dans la position géographique qu'il a, n'a absolument pas les moyens de subvenir à ses besoins élémentaires. Et évidemment, c'est un pays qui est dépendant pour sa survie des relations qu'il peut avoir avec son environnement, d'où l'importance des sanctions, de l'embargo. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit propos liminaire qui est évidemment un pays complètement insuffisant d'un point de vue alimentaire. Et c'est un pays qui s'est lancé dans une politique d'achat de terres à l'extérieur pour essayer justement de compenser son manque de ressources, puisque c'est un pays désertique. Donc même si vous dessalez beaucoup d'eau pour essayer de mettre en place quelques cultures, c'est pas ça qui va permettre d'assurer l'autosuffisance alimentaire du Qatar. Donc le Qatar s'est lancé dans un programme très ambitieux d'achat de terres un peu partout à travers le monde, et grâce à l'argent dont il dispose, c'est pour ça que je vous ai au départ précisé l'importance de la richesse du Qatar. C'est un État, un tout petit État qui a les moyens d'acheter et de faire venir ce dont il a besoin. En quoi cet embargo aujourd'hui est vraiment problématique pour le Qatar? C'est que le Qatar donc importe tout ce dont il a besoin et que 40% de ses besoins alimentaires viennent de l'Arabie Saoudite par la frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. Donc à partir du moment où l'Arabie Saoudite ferme la frontière, vous voyez bien les conséquences que ça a immédiatement d'arrêt d'importation de biens de première nécessité et avant tout de biens alimentaires. Alors vous allez tout de suite me dire, mais comme l'Arabie Saoudite est très riche, elle peut faire venir par avion tout ce dont elle a besoin. Évidemment qu'elle a les moyens de faire cela, Qatar. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'Iran a proposé de faire venir des produits alimentaires par avion, parce que l'espace aérien donc a été fermé vers l'Arabie Saoudite, n'autorise plus les avions à passer par l'espace aérien saoudien pour aller au Qatar, mais vous pouvez évidemment contourner la fermeture de l'espace aérien saoudien pour venir par la mer, par le Golfe et par trouver d'autres voies. Alors ça rallonge, là encore ça coûte de l'argent. Pour l'instant, là encore, le Qatar ayant de l'argent, il peut s'offrir le luxe avec ses propres avions. Qatar Airways, qui est une des compagnies extrêmement développées, qui a des possibilités énormes. Donc Qatar Airways peut compenser ce problème d'importation par la voie terrestre, par la voie aérienne. D'ailleurs, il est question de faire venir 9000 vaches au Qatar par avion. Donc ça va être une énorme noria d'avions qui vont faire venir des vaches sur le territoire qatarien pour suppléer à l'absence de produits qui viennent par la voie terrestre. Donc
Évidemment que ça pose à terme des problèmes majeurs pour le Qatar, même si dans un premier temps, il ne va pas y avoir de pénurie alimentaire parce que le Qatar a la ressource financière nécessaire pour contourner cet embargo. Donc sur le plan alimentaire, je ne vois pas pour l'instant, à moins que la crise dure très longtemps, mais le Qatar a la possibilité de réagir à cet embargo. Là où ça devient plus compliqué, me semble-t-il, pour le Qatar, c'est que vous savez que le Qatar prépare la Coupe du monde de football en 2022. Et que ça nécessite aussi de faire venir beaucoup de matériel pour construire les infrastructures. Si elle est mature, ça, j'allais y arriver. Mais ça nécessite du Qatar d'importer beaucoup de matériel pour pouvoir construire les infrastructures nécessaires à la tenue de ce moment qui est un moment extrêmement important sur le plan diplomatique et sur le plan de ce que veut être le Qatar d'une puissance régionale, qu'il soit en mesure de tenir ce rendez-vous qui a été fait dans des conditions plus que ambivalente ou compliquée ou sujette à discussion. Et donc, pour le Qatar, c'est vital que cette Coupe du Monde puisse se tenir en 2022 et que le Qatar soit prêt et que toutes les infrastructures soient prêtes pour ce moment qui est essentiel pour sa crédibilité en tant que puissance régionale parce que le Qatar a une ambition de puissance régionale. Or, si l'embargo continue trop longtemps, vous voyez bien que ça va mettre en difficulté la capacité à faire venir le matériel nécessaire à l'organisation de cette Coupe du Monde de football et que ça, j'allais dire, c'est peut-être beaucoup plus important aujourd'hui pour le Qatar que la question alimentaire et que le Qatar pourra pas tout faire venir par avion parce que là, on va quand même rentrer dans des coûts qui risquent d'être absolument monumentaux. Ça va être monumental comme défi. Donc, au-delà de la première question qui se pose, c'est faire en sorte que les citoyens qatariens puissent avoir accès à des produits de première nécessité, eux en auront, ils ont de l'argent. L'autre question qui va se poser quand même, c'est que les prix vont augmenter et que pour toute la main-d'œuvre étrangère, immigrée, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles au Qatar, est-ce que cette population immigrée travailleuse aura les moyens de pouvoir acheter de la nourriture parce que celle-ci va forcément augmenter parce que le prix d'acheminement va être beaucoup plus lourd. Bon, ça c'est sûrement pas une considération majeure pour la famille royale, mais c'est quand même une donnée sociale qui, à mon sens, quand même est importante. Donc il y a cette dimension qui est là, et avec l'autre dimension, donc qui est la dimension de comment respecter ce rendez-vous de 2022, qui, je le répète, est absolument essentiel pour la crédibilité du Qatar, et le Qatar va tout faire pour le maintenir. Parce que si la Coupe du Monde ne se tient pas en 2022, ça sera, j'allais dire, le début de la fin du Qatar, si ça n'est pas déjà un peu le cas avec la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors pourquoi Quelles sont les raisons, les vraies, les fausses? Alors les raisons de cette crise. Alors l'élément déclencheur, je vais commencer peut-être par ta troisième question. L'élément déclencheur, c'est évidemment le voyage de Trump en Arabie Saoudite. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute. Ça n'est pas la raison. C'est pas la raison essentielle, mais c'est l'élément pour moi déclencheur qui permet à l'Arabie Saoudite de lancer cette crise avec les Émirats et l'Égypte. Ça, on va y revenir sur qui véritablement est à la manœuvre dans cette affaire. Je pense que les Émirats et l'Égypte sont beaucoup plus à la manœuvre que l'Arabie Saoudite, mais c'est l'Arabie Saoudite qui est l'élément, le leader dans cette affaire parce que c'est la puissance régionale. Donc c'est évident que c'est l'Arabie qui prend les devants parce que c'est l'Arabie qui estime qu'au sein du Conseil de coopération du Golfe, même si l'Égypte en fait pas partie, mais c'est l'Arabie qui donne le ton et qui donne le là, et c'est elle qui détermine la politique menée par le CCG, et les autres doivent accepter ce qu'il en est. Donc l'Arabie a pris la tête de cela, poussée, je pense, de ce que je comprends, énormément par les Émirats et l'Égypte. Pourquoi ? Parce que je crois qu'avant de parler de l'Iran, qui évidemment est un élément important de l'équation, je pense que pour moi, avant tout, cette opération est une opération pour remettre le Qatar dans le rang. C'est-à-dire qu'on dit au Qatar, maintenant, t'arrêtes tes bêtises. T'as voulu jouer au grand depuis les révolutions arabes, même si ça avait évidemment commencé avant. Tu as voulu jouer le jeu que tu as joué vis-à-vis de la force politique qui a émergé des révolutions arabes, à savoir l'islamisme politique. Celui-ci est en perte de vitesse aujourd'hui, et on l'a vu, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Donc maintenant, faut arrêter tes bêtises. En gros, c'est ce qu'a dit l'Arabie Saoudite à l'émir. Tu rentres dans le rang et tu suis la politique du Conseil de coopération du Golfe. Tu arrêtes de te distinguer de cette politique du CCG à l'égard
des frères musulmans et à l'égard de l'islamisme politique. Donc je crois qu'avant même de parler de l'Iran, c'est vraiment ça, pour moi, la raison essentielle. Et c'est une façon de dire, non seulement au Qatar, mais à l'ensemble des parties de la région, les révolutions arabes, c'est terminé. Cet épisode des révolutions arabes, c'est terminé. Donc maintenant, tout le monde rentre dans le rang et on reprend le business comme il doit être. Et il est hors de question de continuer à penser que le Qatar peut avoir sa propre diplomatie, peut avoir sa propre stratégie vis-à-vis de ce qui se passe dans la région. Donc, arrêtons le soutien aux frères musulmans. Et c'est en ça qu'on retrouve les Émirats à la manœuvre, parce que ce sont les Émirats qui font une fixation obsessionnelle à l'égard des frères musulmans en particulier. L'Arabie saoudite avait commencé à reprendre, à normaliser ses relations avec les frères musulmans depuis quelque temps, alors que pour les Émirats, c'est quelque chose d'absolument inenvisageable, inacceptable. Et donc, si l'Arabie saoudite a pris la tête de ce combat contre le Qatar, c'est vraiment poussé en cela par les Émirats et l'Égypte. N'oublions pas l'Égypte, qui le président Sisi, qui a fait de toute opposition à son régime, et en particulier l'opposition frères musulmans et de l'islamisme politique, le numéro 1 de l'agenda tel qu'il est. Et donc il y a vraiment une connexion très forte entre les Émirats et l'Égypte sur la question de l'islamisme politique et des frères musulmans. Et donc, c'est de dire au Qatar, maintenant, on arrête, avec évidemment le rôle joué par Al Jazeera dans cette affaire. Voilà, avant de passer à l'Iran, est-ce qu'il n'y a pas, mon souvenir c'est comme ça, une vieille querelle entre les Émirats et le Qatar? C'est-à-dire, est-ce que les Émirats continuent à en vouloir énormément au Qatar de ne pas avoir intégré la fédération des Émirats, et donc de jouer avec Al Jazeera, ou d'avoir joué en tout cas pendant un temps avec Al Jazeera, une espèce de rôle de subversion régionale, quoi. Mais évidemment, alors ça c'est évidemment un élément qui est important aussi dans l'équation, parce finalement on l'a oublié cet élément. Hein. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu la constitution de la Fédération des Émirats Arabes Unis, vous savez qu'ils réunissent 7 petits Émirats dont on connaît essentiellement Abu Dhabi et Dubaï, mais il y en a d'autres, il y a Ras Al Khaimah, il y a Umm Al Quwain, enfin bon, ils sont 7. Et lorsqu'il y a eu la constitution de la Fédération des Émirats Arabes Unis, c'est vrai que le Qatar, et là encore quand on voit la carte, ça aurait pu être tout à fait logique, le Qatar devait intégrer cette fédération et le Qatar n'a pas rejoint la fédération. Et donc les Émirats Arabes Unis étaient évidemment pas très contents parce que ça donnait encore plus de poids à la fédération, et d'autant plus lorsqu'on voit la richesse qu'a le Qatar. Pour les Émirats, ça aurait été formidable d'avoir aussi le Qatar dans son escarcelle et non pas que le Qatar joue tout seul de son côté. Donc c'est vrai qu'il y a un contentieux entre les Émirats et le Qatar à l'origine, hein, en raison des conditions dans lesquelles le Qatar a émergé, et que le Qatar, pour du coup légitimer, si je puis dire, le fait qu'il soit indépendant dès la Fédération des Émirats, n'a eu de cesse que d'essayer de mettre en place sa propre diplomatie et de pouvoir exister tout seul sur la scène régionale, alors que c'est un tout petit pays. Et donc, pour exister, mais il a fallu qu'il trouve des moyens de se faire entendre et de faire parler de lui. Et le premier instrument qu'il a utilisé avec beaucoup d'intelligence, et ça il faut reconnaître au Qatar, quelle que soit l'idée qu'on a du Qatar, le Qatar a réussi un coup de maître avec la création d'Al Jazeera en 1996. Donc il y a plus de 20 ans maintenant, vous imaginez. À l'époque, c'était vraiment précurseur de considérer et d'avoir anticipé ce que représentaient les médias et le soft power que pouvait représenter une chaîne de télévision qui a été en plus créée à l'époque, et c'est pour la petite anecdote, avec des journalistes arabes de la BBC qui avaient donc été formés par la BBC. Et donc le Qatar, qui avait beaucoup d'argent, a pu attirer à Doha, parce qu'à l'époque, elle habitait à Doha, encore aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est le plus drôle dans la vie, mais de pouvoir attirer à Doha tous ces journalistes qui avaient été formés par la BBC, parce qu'à l'époque, la BBC avait le projet de lancer une chaîne en arabe, qu'elle a lancé avec des capitaux saoudiens, ça s'est cassé la figure, parce qu'évidemment, la ligne éditoriale de la BBC avec des capitaux saoudiens, ça pouvait pas très bien marcher, mais les journalistes arabes avaient été formés par la BBC, et donc ils ont tous été recrutés par Al Jazeera, ce qui a permis à Al Jazeera, dès le départ, d'être une chaîne de télévision extrêmement
extrêmement professionnel, et grâce à ce professionnalisme, l'Al Jazeera a permis de s'imposer dans le champ médiatique régional et international immédiatement, et avec la révolution qui a été de faire entendre sur un même plateau des points de vue différents, ce qui n'avait jamais été le cas dans aucune chaîne de télévision de la région jusque-là. Donc, pour revenir, c'était un petit détour, mais ça permet aussi de comprendre quand même comment Al Jazeera a réussi à s'implanter aussi vite, aussi facilement et avec autant de moyens. Donc, cette influence du Qatar, donc le Qatar a eu l'intelligence de comprendre que comme il était tout petit, qu'il n'avait pas beaucoup de capacité de rayonnement tout seul, il a mis son argent au service de cette politique d'influence avec Al Jazeera, et à partir de là, il s'est rendu compte en fait qu'il pouvait avoir beaucoup plus de pouvoir qu'il ne pensait jamais en avoir. Et il s'est lancé dans une stratégie aussi de développement de relations avec plusieurs parrains régionaux, mais surtout internationaux, en se disant que comme il était tout petit et fragile, il fallait absolument qu'il s'achète des assurances-vie, parce que tout seul, il est rien, le Qatar. Donc, il a noué des relations, et en particulier en signant des accords de défense avec la France, mais également avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis. N'oubliez pas que le Qatar abrite la plus grande base américaine et le commandement du CENTCOM, qui est vraiment le commandement des États-Unis pour l'ensemble de la région. Donc, le Qatar a eu l'intelligence, là aussi, de diversifier ses relations pour justement ne pas être entre les mains d'une seule puissance et de ne pas être fragile. Et si on revient à la crise actuelle, parce que là vous avez pensé que je suis partie très très loin, mais quand on regarde la crise actuelle, on s'aperçoit qu'en dépit des déclarations de Trump sur le Qatar en l'accusant de terrorisme, et on va revenir à cette accusation, en même temps, les Américains sont quand même un peu coincés. Et c'est là, en ça, on se demande, bon, alors on va pas revenir sur ce qui est Trump, j'en sais rien et peu importe. Mais on peut pas non plus, même les Américains ne peuvent pas casser le Qatar aujourd'hui, alors que 10 000 soldats américains sont basés à Doha et qu'à quelques kilomètres de Doha, il y a ce fameux commandement du CENTCOM. Donc ça contraint les Américains quand même à faire attention. Et quand vous voyez ça, vous voyez l'intelligence, si je puis dire, du Qatar, qui non seulement achète les Rafales à la France, et un bon paquet, mais a aussi cette base américaine, ce qui lui permet, à ce que je disais tout à l'heure, à savoir à s'acheter des assurances-vie, lui permettant de ne pas être contraint par l'attitude de l'un s'il y a justement une crise, comme la crise à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question sur les raisons, il y a la question vraiment des frères musulmans qui est une question essentielle, et c'est en ça qu'on retrouve les Émirats et l'Égypte à la manœuvre. Et là où l'Arabie Saoudite, évidemment, reprend l'affaire à son compte, c'est avec l'affaire de l'Iran. Et là, sur la condamnation, ou en tous les cas, les critiques qui sont portées au Qatar vis-à-vis de l'Iran, alors là, moi, je vais vous dire, ça me fait doucement sourire, cette histoire. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que s'il y a des pays au sein du Conseil de coopération du Golfe qui ont des relations avec l'Iran, c'est sûrement pas le Qatar, mais c'est beaucoup plus le Sultanat d'Oman, beaucoup plus Koweït, et même les Émirats arabes unis. Tout le commerce, toute la contrebande du commerce avec l'Iran passe par Dubaï. À ma connaissance, Dubaï fait partie de la Fédération des Émirats arabes unis et ça n'est pas au Qatar. Donc l'accusation selon laquelle le Qatar s'est rapproché de l'Iran et qu'il y aurait une connivence entre les deux, c'est une accusation qui ne repose sur pas grand-chose, à l'exception notoire, vous allez faire la remarque évidemment, c'est que le Qatar partage l'exploitation du champ gazier avec l'Iran. Donc le Qatar a toujours fait attention dans sa relation avec l'Iran à être extrêmement prudent pour ne pas s'aliéner la relation avec l'Iran, parce qu'il y a ce partage et que aujourd'hui, en raison des sanctions qui ont été dont souffre l'Iran, c'est vrai que c'est le Qatar qui pompe la majorité des ressources de ce champ gazier qui est donc partagé avec l'Iran, et que le Qatar redistribue une partie de cet argent. Mais apparemment, le Qatar en garde une plus grande partie que celle à laquelle il aurait droit normalement, et l'Iran n'a pas trop les moyens pour l'instant de réagir. Donc quand on accuse le Qatar aujourd'hui de faire le jeu de l'Iran ou de se mettre du côté de l'Iran, c'est une accusation qui ne tient pas 3 minutes, enfin, ou en tous les cas, soyons raisonnables, ça n'est pas ça l'argument. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la raison majeure de ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arabie et le Qatar, c'est beaucoup plus une question finalement interne
au sein du Conseil de coopération du Golfe, interne au sein des pays arabes de la région, et qui doit prendre la tête qui doit être la puissance régionale aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite, et que l'Arabie Saoudite veut dire clairement au Qatar, maintenant tu rentres dans le rang et c'est fini, et tu adoptes exactement la même position et la même politique que les autres Émirats, et comme tu es tout petit, on estime qu'on peut te taper sur les doigts. Juste pour en venir aux États-Unis quand même, on se demande parfois comment Trump vit dans ses propres contradictions. Parce que se trouver en Arabie Saoudite il y a quelques semaines pour dénoncer le soutien de l'Iran au terrorisme, alors que les États-Unis eux-mêmes ont accusé l'Arabie Saoudite d'être derrière les attentats du 11 septembre, ont voté une loi qui permet à toute victime des attentats du 11 septembre de se porter en justice contre l'Arabie Saoudite. On peut se demander. Et puis, le plus incroyable, c'est que Trump, quelques jours après la décision de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, vient d'annoncer la vente pour des milliards de dollars d'avions au Qatar. Donc on a un peu le tournis, quoi. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'une stratégie américaine d'alliance avec Israël, avec les États-Unis, avec les pays arabes sunnites contre l'Iran, comme une stratégie qui peut aller jusqu'à la guerre éventuellement, ou bien est-ce que c'est une série de manœuvres tactiques plus ou moins bien coordonnées ? Ce que je crois, mais alors là, vraiment, je suis modeste, hein, vraiment, mais c'est pas, je me défile pas, mais vraiment, on est dans une situation qui est quand même assez hallucinante. Ce que je crois vraiment, c'est que pour Trump, quand même, l'ennemi numéro 1, c'est l'Iran, ça c'est clair, et que Trump, il veut N'oubliez pas, dans l'entourage de Trump, vous avez tout un tas de généraux, parce que quand même, aujourd'hui, qui dirige dans tout l'environnement proche de Trump, ce sont des généraux. Et tous ces généraux ont toujours en tête la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça de la tête de ces responsables militaires au plus haut niveau, qui ont tous été traumatisés, et je crois qu'il y a le mot vraiment correspond à la réalité, par cette prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, et qu'on est encore dans la tête, si vous voulez, de ces généraux qui aujourd'hui sont aux manettes, et ce sont eux qui sont aux manettes. Il y a encore ce souvenir de cet épisode qui a été un épisode d'une humiliation totale, et d'autant plus qu'il y a eu une ou deux opérations. Vous vous souvenez de cet avion qui s'était écrolé pour aller chercher les otages, enfin bon, l'hélicoptère. Donc, si vous voulez, il y a alors, à juste titre ou pas, peu importe, mais c'est un élément psychologique en tous les cas qui est là. Donc il y a cette réaction très très forte de la part de l'entourage de Trump. Donc c'est une des clés. Il y en a 10 000, il n'y aura pas une raison. Mais je crois que cette idée, enfin en tous les cas, cette réalité de ce qu'il y a dans la tête de ces généraux qui sont dans l'entourage de Trump et qui décident de la politique en grande partie aujourd'hui est là. Et en même temps, quand je voulais parler de cette histoire de ce contrat qui a été signé il y a 2 jours avec le Qatar pour 10 milliards de dollars, c'est absolument génial comme histoire. C'est la démonstration que Trump, ou que l'Amérique, Trump, l'administration américaine aujourd'hui, et dans la logique de ce qu'a annoncé Trump pendant la campagne électorale, c'est on fait du business et le reste, on n'en a strictement rien à faire. Donc, ça s'habille de temps en temps par un discours plus ou moins de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais avant tout, ce que dit Trump là dans cette affaire, c'est que il y a eu pour 110 milliards de dollars signés avec les Américains et qui vont aller jusqu'à 300 milliards de dollars. Juste pour une petite une petite comparaison, 300 milliards de dollars, c'est le montant du fonds souverain du Qatar. Donc, ce qui veut donc dire aussi que le Qatar, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce que peut faire l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite peut acheter pour 300 milliards de dollars d'armement, ça veut bien démontrer que c'est la vraie puissance, alors que le fonds souverain du Qatar, lui, fait 300 milliards de dollars. Donc, c'est aussi une façon de dire au Qatar, tu rentres dans le rang parce que de toute façon, tu tiens pas la route par rapport à l'Arabie Saoudite, et tu n'auras jamais les moyens, quelle que soit ta richesse et quelles que soient tes ressources, à vouloir faire jeu égal avec nous les Saoudiens. Donc pour les Américains dans cette affaire, je crois que la logique pour moi, alors avec l'annonce il y a 2 jours, il y a encore 2 jours, je me posais des questions. Là, depuis l'annonce il y a 2 jours du contrat de Boeing de 10 milliards de dollars pour le Qatar, on est vraiment dans la logique, c'est de toute façon on fait des affaires. Pour l'environnement militaire proche de Trump, de toute façon, les Iraniens, ça reste une espèce
Pourquoi ça fait aussi peur aussi l'Iran aux Américains? C'est que l'Iran, c'est un vrai pays. Ce qui n'est pas le cas de ces pétromonarchies du Golfe, qui sont des espèces quand même, enfin, passez mon expression, mais de girouettes, qui sont inquiètes et donc vont vendre leur sécurité ou vont s'acheter ces assurances-vie dont je parlais tout à l'heure. Regardez, alors, je vais faire une digression, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi je la fais. C'est très frappant de voir que l'Iran, qui aujourd'hui, évidemment, a 100 fois moins de moyens financiers que n'en a l'Arabie Saoudite, plus les autres pays du Golfe, Qatar, Koweït et compagnie. L'Arabie essaye, sur différents terrains régionaux, de faire la guerre par proxy en essayant de s'acheter des alliances avec des groupes ou autres, pour un résultat finalement qui est assez minable. Quand vous voyez l'Iran, en revanche, qui a 100 fois moins de moyens, l'Iran a des proxys sur le terrain qui sont 100 fois plus efficaces. Ce qui veut donc dire par là, même si c'est un peu rapide ce que je vous dis là, mais je pense que vous comprendrez l'esprit dans lequel je le dis. Ça veut dire que l'Iran n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens financiers pour arriver à convaincre des groupes à aller dans le sens de la politique que l'Iran souhaite mener à travers en Syrie avec le Hezbollah ou autre, alors que l'Arabie, qui dépense des centaines de milliards de dollars pour essayer d'acheter des groupes pour imposer sa politique, est incapable de le faire. Parce que dans un cas, vous avez l'Iran, qui est un pays avec une vraie stratégie, avec une vraie politique, qui se donne les moyens, mais pas forcément financiers, il n'y a pas besoin. Et vous avez en face une Arabie Saoudite, un Qatarin, qui pense qu'on peut tout acheter, mais sans avoir les moyens de réfléchir à que faire avec cet argent, bah, du coup, ça marche pas. Et donc, si les États-Unis se comportent aussi de la sorte aujourd'hui dans le Golfe, c'est parce qu'effectivement l'Iran leur fait évidemment peur, parce que l'Iran, ils pourront pas l'acheter comme ils achètent l'Arabie Saoudite. Justement, ça m'amène à une dernière question, après on va rentrer dans le débat. Est-ce qu'on ne peut pas penser que face à l'Iran, qui est quand même un des rares pays au monde qui tient tête aux États-Unis, parce que c'est aussi ça une réalité. On le disait de Saddam Hussein à l'époque, c'était pas vraiment vrai, mais là c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un risque réel que Trump, empêtré dans ces scandales, on a vu que ça s'est encore développé hier et cette nuit, enfin, se paye une guerre. Se paye une guerre avec toutes les responsabilités que ça implique, mais rentre dans l'histoire avec sa guerre. Voilà. Et je trouve, encore une fois, je suis très frappé par l'écriture des discours sur l'Iran. Ça ressemble tellement à ce qu'on entendait en 2002-2003, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter, à me dire qu'on peut arriver à cette situation. Et en même temps, quand on voit à quel point l'Arabie Saoudite est obsédée par l'Iran. Juste pour l'anecdote, je suis allée à une réunion, un colloque en Arabie Saoudite, et 3 mois après, je suis allée à un colloque en Iran à Téhéran. Donc, à 3 mois d'intervalle, j'étais à Riyad et à Téhéran. Ce qui m'a absolument, alors c'est une anecdote, mais ce qui m'a vraiment frappé à un point que vous pouvez même pas imaginer, c'est qu'à Riyad, pendant 3 jours, c'était un colloque sur les évolutions géopolitiques du Moyen-Orient, du monde, les Saoudiens ne nous ont parlé que de l'Iran. Mais que de l'Iran pendant 3 jours. Je suis allée à Téhéran dans un colloque à l'université. L'Arabie Saoudite n'a pas été citée une fois. C'est-à-dire, le pays n'a pas été, on n'a pas parlé de l'Arabie Saoudite. Les Iraniens n'en ont rien à faire. Enfin, pour eux, c'est pas une menace. En revanche, à Riyad, les Saoudiens ne nous ont parlé que des Iraniens. Donc, c'est vrai que cette obsession de l'Iran par l'Arabie Saoudite, qui se sent profondément fragile. Je crois qu'on comprend rien si on ne dit pas d'emblée que l'Arabie Saoudite est un pays qui se sent foncièrement fragile. Et fragile et fragilisé. La monarchie. Fragile et fragilisée par le retour de l'Iran depuis l'accord de 2015. Donc c'est vrai que cette obsession et cette crainte, cette inquiétude de l'Arabie Saoudite peut conduire à effectivement pousser Trump, il n'y a peut-être pas besoin d'être trop poussé, mais en tout cas de lui donner les arguments pour cela. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je commence à me dire que je ne peux pas exclure cette idée, que j'excluais parce que ça me paraissait tellement énorme que j'avais pas envie de regarder cette hypothèse selon laquelle on pouvait arriver à un conflit. Mais aujourd'hui, quand je vois la fragilité de l'Arabie Saoudite, qui est empêtrée dans une guerre au Yémen dont elle ne se sort pas et qui était indispensable pour l'Arabie Saoudite, pour le pouvoir du roi
Salman, mais beaucoup plus pour son fils, le vice-prince héritier, qui était un moyen pour ce vice-prince héritier de s'imposer dans la succession saoudienne, et que là, pour l'instant, c'est quand même un échec plus qu'autre chose. Je parle même pas de la Syrie, où là, c'est la politique du Golfe, et en particulier de l'Arabie saoudite, est un fiasco total. Et donc, ça va renforcer la fragilité, me semble-t-il, de l'Arabie saoudite. Et au lieu que les États-Unis soient là pour rassurer l'Arabie saoudite, pour lui permettre justement de calmer son discours à l'égard de l'Iran, pour dire à l'Arabie saoudite, on est alliés, on vous laissera pas tomber, donc arrêtez de faire une fixation sur l'Iran et on essaye de stabiliser la région en normalisant les relations avec Téhéran. Je pense que Trump est absolument incapable de cela. Au contraire, il ne fait que attiser cette haine ou cette inquiétude et cette grande angoisse qu'ont les Saoudiens à l'égard de l'Iran. Et pour essayer de se calmer, c'est acheter de l'armement, mais c'est pas de ça dont ont besoin les Saoudiens aujourd'hui. Les Saoudiens n'ont pas besoin d'acheter pour 300 milliards d'armements. Ce dont ont besoin les Saoudiens, c'est d'avoir des relations apaisées, ou en tout cas d'avoir une relation de confiance avec certains alliés pour justement les amener à s'apaiser, pour stabiliser la région. Mais avec un Trump, on ne peut pas s'attendre à ça. Et qui aujourd'hui peut dire aux Saoudiens, on est à vos côtés, on va vous aider à vous stabiliser, mais négocier avec l'Iran et dans l'objectif, enfin dans l'idéal, ce serait l'Europe qui pourrait faire ça, sauf que l'Europe n'est pas capable de le faire. Et donc on laisse en tête-à-tête Trump et les Saoudiens avec cette angoisse et cette obsession partagée pour des raisons différentes vis-à-vis de l'Iran. Et en ça, effectivement, on ne peut pas exclure qu'on peut rentrer dans une phase de violence extrême. Merci beaucoup Agnès. C'était un tout petit peu plus long que prévu, mais ça valait le coup, je crois, pour avoir un cadre. On prête qu'aux riches, mais j'ai quand même l'impression que la politique d'Emmanuel Macron dans ce domaine va dans le sens que tu dis. C'est-à-dire pas du tout de suivre Trump dans le feu qu'on attise, mais au contraire d'essayer, avec l'influence qui est quand même non négligeable de la France à Riyad, de jouer la désescalade. Alors, à vous, pour toutes les questions que vous voudrez vous poser, vous attendez simplement que Aude vous donne le micro. Sinon, vous ne serez pas... vous ne serez pas à l'image, mais on ne vous entendra pas non plus. Voilà. Bonjour Michel Makitsky. Bravo, c'était tout à fait lumineux. Peut-être 2-3 petites choses. La première, c'est que j'ai l'impression que Trump, qui n'a aucune vision stratégique ni là-dessus ni sur le reste, s'est peut-être fait piéger par les Saoudiens. Parce que, effectivement, vous avez raison de montrer la concomitance chronologique, mais en fait, les Saoudiens attendent une sorte de feu vert de Trump, qui ne pensait pas, lui, au Qatar tellement, mais pensait aux Iraniens. Donc, en fait, il y avait deux agendas différents qui se sont, entre guillemets, télescopés. S'agissant tout de Trump, on peut dire que ce que vous avez dit sur la militarisation ou cette espèce d'extrémisme est dû aussi autant à M. Gendre, Kouchner, qui a une très grosse influence, notamment du côté du carnet chèque. Et pour aller également, pour prolonger la réflexion que vous faisiez, Dominique Vidal, le 14, Rex Tillerson a fait une déclaration extrêmement inquiétante lors d'un hearing du Sénat, dans lequel, pour la première fois depuis l'ère Obama, il a parlé d'encourager les forces internes iraniennes à un changement de gouvernement. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Donc ça, c'est autre chose. S'agissant des effets de cette affaire, il est très intéressant d'observer que c'est un flop parce que non seulement ça a poussé les Qataris nécessitaient, faisant loi, à se tourner un peu plus vers l'Iran que les autres le souhaitaient, mais la Turquie aussi. Car la Turquie, évidemment, qui a les relations que l'on sait avec les frères musulmans, du coup, a assuré elle aussi des vols alimentaires vers le Qatar, a implémenté tout de suite un accord militaire pour mettre en action une base militaire, etc. Donc, un échec stratégique majeur. Et donc, ça montre que ceci est un flop. Dernier point, un des objectifs, un des derniers objectifs saoudiens, pas si caché que ça, c'était peut-être de faire sauter l'émir, car on en parlait de plus en plus. Il y a un fantasme chez les Saoudiens de faire virer l'émir, quitte à absorber le Qatar s'il ne se soumet pas d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était peut-être aussi un des objectifs cachés. Il y avait une vieille rancune. C'était peut-être également de ce côté-là qu'on peut chercher un certain nombre d'éléments. Merci.
Juste un mot sur l'émir. En même temps, c'est vrai que quand il y a eu le changement d'émir au Qatar en 2013, vous vous souvenez, le père donc de l'émir actuel était très très engagé, avait une politique très 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 virulente de soutien justement aux frères musulmans. Et quand il y a eu à un moment, l'émir a compris qu'il fallait quand même, valait mieux qu'il passe la main à son fils pour permettre au fils justement de calmer un peu le jeu, parce que la tension devenait vive avec l'Arabie Saoudite en particulier, et que l'émir a vraiment donc le jeune émir a vraiment adopté un profil bas et fait en sorte justement de calmer le jeu pour éviter de donner des idées à d'autres de vouloir éventuellement le renverser. Bon, il y a eu la crise de 2014 où il y a eu rappel d'ambassadeurs d'Arabie Saoudite au de Doha. Et c'est vrai que là, un certain nombre d'engagements avaient été pris. Peut-être bien juste de rappeler ce petit épisode, parce qu'on se demande pourquoi il y a la crise aujourd'hui. Il y avait déjà eu une crise en 2014, et qu'un certain nombre d'accords apparemment étaient passés, et que d'après les Émiriens et les Saoudiens, le Qatar n'a pas respecté les accords, et en particulier n'a pas réussi à calmer l'influence jouée par Al Jazeera qui a continué à soutenir les frères musulmans et à avoir des discours très virulents à l'égard de la monarchie. C'est beaucoup moins vrai. C'est vrai que c'est beaucoup moins vrai, mais c'est un des arguments qui est mis en avant aujourd'hui pour dire qu'il faut absolument maintenant casser définitivement le Qatar, que la crise de 2014 n'a pas été suffisante, enfin, le Qatar n'a pas tiré tous les enseignements et n'a pas respecté les engagements pris. Donc maintenant, il est temps vraiment de passer à autre chose et d'éliminer le Qatar. Est-ce que ça peut aller au-delà? J'en sais rien, mais à suivre. D'autres questions? Je vous en prie. Oui, d'abord, bravo pour cet exposé. Oui, bravo pour l'exposé. Je voulais dire, dans le journal L'Équipe d'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu le lire, il y a 2 pages entières consacrées au Qatar, qui dit combien c'est dramatique la situation que vit actuellement le Qatar. Alors, je vais le lire tout à l'heure, mais je tiens à vous le signaler. Voilà. Ah oui, merci, ça, j'ai pas vu. Merci. C'est rare que l'équipe fasse de la géopolitique, mais voilà. Je vous en prie, oui. Est-ce que la diminution Est-ce que le fait que l'Iran a produit plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et qui a changé les quotas d'exploitation a joué un rôle dans le déclenchement? C'est mieux comme ça. Oui, pardon. Oui. Est-ce que le fait que l'Iran ait produit une quantité de pétrole plus importante par rapport à l'Arabie Saoudite qui avait baissé les siens et qui a du coup un revenu plus faible, a joué un rôle dans le déclenchement de cette crise? Je crois pas que ce soit un argument déclencheur. C'est vrai que l'Arabie Saoudite a toujours joué un rôle essentiel sur la scène internationale vis-à-vis de la question pétrolière, et que ça lui donne aussi un poids dans la négociation avec les acteurs internationaux, et que ça, l'Arabie Saoudite est a envie de garder ce rôle finalement de modérateur, et c'est le rôle qu'elle joue quand il faut augmenter la production, comme elle a la possibilité, elle le fait. Quand il faut la baisser, comme elle a des ressources financières, elle le fait. Et donc c'est le bon élève qui permet aussi de réguler ce marché pétrolier. Donc c'est vrai que l'Arabie, je pense, a à cœur d'essayer de garder ce rôle particulier qu'elle a sur la scène, en particulier au sein de l'OPEP. Je ne vois pas, moi, alors je suis pas assez compétente sur les questions pétrolières, mais je ne vois pas en tous les cas cet argument comme étant un argument clé majeur dans le déclenchement de la crise. Que la question pétrolière soit en arrière-plan et que l'Arabie continue à regarder ça de très près, oui, mais je ne pense pas que ce soit un des éléments de déclenchement. Juste une chose qui me paraît une contradiction quand même très forte de la politique pétrolière de l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle se plaint beaucoup d'avoir moins de revenus de son pétrole. Et c'est vrai qu'elle a des problèmes budgétaires, ce qui est impensable en Arabie Saoudite il y a 10 ans. Mais en même temps, c'est elle qui les fait, ces prix bas. Alors on sait qu'elle les fait pour ennuyer les Russes, ennuyer l'Iran, ennuyer ceux qui voudraient faire du gaz de schiste aux États-Unis. Mais quand même, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette logique. C'est-à-dire, si on veut vraiment avoir plus de moyens, il faut diminuer les quantités de pétrole qui sont sur le marché pour que le prix du pétrole et du gaz, d'ailleurs, monte.
C'est assez logique de la part de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, hein, comme elle a des réserves, elle se dit qu'elle va tout dérégler et finalement c'est elle qui en tirera tous les avantages, même s'il y a un moment difficile à passer. Donc elle est prête. Là où ça coince, c'est que ça dure plus longtemps que ce qu'elle avait prévu. Mais comme toujours, l'Arabie, à chaque fois, elle fait des mauvais calculs, c'est-à-dire que quand elle se lance dans la guerre au Yémen pour imposer le vice-prince héritier, pour montrer qu'il est légitime à être ministre de la Défense, alors qu'il a à peine 30 ans, que personne ne connaît, qu'il n'a aucune compétence, donc on lance l'opération Yémen aussi et beaucoup pour des raisons de politique intérieure, avant même de parler de politique régionale et de ce qu'on veut faire au Yémen. C'est avant tout pour que Mohammed Ben Salman démontre qu'il est compétent et qu'il est légitime à être ministre de la Défense. Bon, sans avoir réalisé qu'une guerre au Yémen, il y a eu des souvenirs en plus dans l'histoire dont on devrait se souvenir. Non. Et dans l'histoire du pétrole, c'est pareil. L'Arabie, dans un premier temps, veut embêter l'Iran parce que elle veut pas que l'Iran accumule trop d'argent, et les Russes et le gaz de schiste. Et du coup, celle que je se trouve coincée parce qu'effectivement, elle s'est lancée dans des travaux absolument gigantesques, elle a besoin d'argent et que ça dure plus longtemps que prévu et qu'elle n'y arrive pas. Et ce que ça démontre, juste pour finir là-dessus, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis par rapport à l'Iran, c'est qu'en Arabie, vous avez évidemment des gens très bien, très compétents, et il y a une nouvelle génération qui est extrêmement compétente, mais vous n'avez pas encore un vrai État derrière sur lequel la famille royale peut s'appuyer pour véritablement mener une politique qui soit cohérente de A à Z. Il y avait une question là. Bonjour. J'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport aux conséquences logistiques directes des embargos, enfin ce qui est mis en place, des mesures qui sont prises par les différents voisins du Qatar. Vous avez parlé du fait que donc sur la question alimentaire, il y avait une grande partie de l'approvisionnement qui était terrestre, qui peut passer en aérien, etc. Sur tout ce qui est infrastructure, la question ne va pas tellement être, à mon avis, de passer du terrestre à l'aérien, mais simplement que ça vient du maritime. Or, tout ce commerce maritime, qui est la grande majorité, quel que soit le type de marchandises qu'on transporte, doit passer, pour arriver jusqu'au Qatar, par le détroit d'Ormuz, d'une part, et éventuellement par le canal de Suez. Est-ce que vous pensez que l'étincelle liée à toutes ces mesures qui sont prises et qui visent à empêcher le Qatar de s'approvisionner pourrait partir d'un de ces deux points? On sait que ça fait plusieurs mois, enfin plusieurs années, mais là que ces derniers mois, les tensions entre les bâtiments de guerre américains et les gardes-côtes iraniens, ou en tout cas, augmentent un petit peu. Bon, la mer Rouge est compliquée avec le conflit au Yémen, et Suez, il y a eu, c'est quand même, moi ce qui m'a un peu interpellé, c'est que vous avez dit l'Égypte est certainement derrière. Or, une des premières déclarations concrètes, logistiques pour les acteurs économiques liés à cet embargo au Qatar, ça a été pour le responsable du canal de Suez, l'autorité responsable du canal de Suez, de dire non, nous, ça ne nous concerne pas, on est une zone de transit international, on ne bloquera rien. Donc il y a un petit peu une contradiction pour moi dans la position de l'Égypte à être derrière, en tout cas, à tirer les ficelles, et à la fois à ne pas utiliser son atout majeur pour réaliser le blocage réellement. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième, elle est un peu plus courte, c'est on a entendu parler ces derniers temps d'un possible ralliement de pas mal de pays, notamment africains, à ces mesures organisées par les voisins du Qatar. Où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité et qui pourrait avoir un impact réel, sachant que la plupart des pays africains concernés sont très partagés dans leurs relations à la fois diplomatiques et financières avec le Qatar et l'Arabie Saoudite? Pour répondre à la question sur l'Égypte, je pense qu'en Égypte, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a le président Sisi, qui lui est donc anti-frères musulmans primaire, toute opposition d'ailleurs, bon, pas simplement frères musulmans, et qui donc là veut vraiment faire un sort au Qatar avec toute la politique que mène le Qatar et dans ce domaine. Et en même temps, il y a une réalité aussi, mais économique, et qui est vitale pour l'Égypte. C'est-à-dire que si l'Égypte se permet, alors qu'elle a besoin de ses ressources du canal de Suez, même si en plus
ces ressources vont plutôt diminuant et que la crise économique en Égypte est quand même majeure. Et donc, si l'Égypte s'amuse, si je puis dire, à jouer à ce jeu-là, en termes de crédibilité en tant que puissance à contrôler le canal de Suez, vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir. Et donc, je pense que là, il doit y avoir des discussions sûrement très vives aujourd'hui au sein du pouvoir égyptien entre le côté idéologique, c'est-à-dire de Sisi, qui est de vouloir éliminer toute opposition et donc trop contente de se mettre dans la roue de l'Arabie Saoudite dans l'affaire du Qatar, et en même temps une autre partie au sein du pouvoir qui se dit que est-ce qu'elle peut mettre sa crédibilité en jeu en prenant le risque de fermer le canal de Suez ou d'empêcher les bateaux qui approvisionneraient le Qatar, parce que là, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle se prive d'une ressource qui est une ressource absolument essentielle pour son économie. Donc, je la vois pas aujourd'hui, en tous les cas, se lancer là-dedans, alors que, je le rappelle, la situation économique égyptienne est absolument catastrophique et que Sisi, alors lui aussi, il peut être tenté par une fuite en avant. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des critiques en Égypte vis-à-vis de la politique de Sisi, alors qu'il a été élu avec 99% et que une grande majorité des Égyptiens étaient derrière Sisi. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que la situation économique et sociale est absolument catastrophique et que toute opposition se retrouve en prison. Donc, il y a quand même aujourd'hui une contestation. Est-ce que Sisi peut prendre le risque de limiter une des rares ressources qui reste, qui est celle du canal de Suez? Je ne crois pas qu'on en soit encore là pour l'instant, en tous les cas. C'est pas une contestation, c'est une question. Hein. Je me demande quand même si on n'a pas tendance, nous, les Français en général, à vouloir tout rationaliser. Et dans une région où la rationalité est quand même très relative. Parce que ce que tu dis de Sisi me paraît tout à fait vrai, mais c'est un obsessionnel des frères musulmans. Cet homme il est dans un domaine de la psychiatrie. C'est-à-dire, ce qu'il a fait... quoi qu'on pense du Hamas et de la bande de Gaza, mais ce qu'il a fait avec Gaza, c'est-à-dire non seulement rompre les liens, mais noyer les tunnels qui permettaient aux gens d'avoir un minimum de quoi... C'est hallucinant. Ça a été le point de tournant où il s'est rallié à la position israélienne pendant l'attaque de 2014 et depuis. On a aujourd'hui une espèce d'alliance de fait entre Le Caire et Tel Aviv. Donc, d'un côté, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a ce que tu dis, je suis entièrement d'accord, le canal de Suez, c'est une ressource majeure dans le budget, c'est des milliards de dollars, donc c'est impossible de le perdre. Rappelez-vous quand même que l'Égypte a investi des sommes phénoménales pour doubler une partie du canal. Donc on ne peut pas d'un côté faire ces investissements et de l'autre côté prendre le risque, parce que c'est ça que ça voudrait dire, parce que bloquer des navires qui passent et qui iraient vers le Qatar, ça veut dire rendre le canal pendant un temps infréquentable. Donc, je veux dire, moi, j'ai l'impression que on est dans une période, en tout cas, où la rationalité est très difficile s'il y en a une, elle est très difficile à définir. Et on peut avoir, c'est ça qui rend les choses inquiétantes, c'est qu'on peut avoir des espèces de dérives qui ne sont pas prévisibles, qui ne sont pas dans l'intérêt des gens qui les font, et qui en même temps, il paraît que Trump a découvert qu'il avait une base aux Émirats, au Qatar, je veux dire. C'est possible, hein, rien n'est exclu. Mais je veux dire, on ne peut pas à la fois donner le feu vert à une opération comme celle-là et pas se rendre compte que la base militaire essentielle de toute la région, pour les Américains, elle est là. Enfin, et on ne transfère pas une base en l'espace de quelques semaines. C'est une affaire d'années. N'oubliez pas que le gaz qatari alimente les Émirats arabes unis par un gazoduc souterrain. Et ça marche tout. Oui, le gaz qatari continue d'alimenter les Émirats arabes unis. Continue d'arriver. Et l'Égypte se fournit en gaz qatari. Absolument. Petit détail. Oui. La deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, sur l'Afrique. Écoutez, là, pour moi, ça n'a pas une influence majeure, évidemment, la question de la rupture des relations. C'est vrai que beaucoup de pays africains sont complètement dépendants des aides de l'Arabie et du Qatar. D'ailleurs, regardez, le Maroc a envoyé des avions pour alimenter le Qatar, alors que le Maroc dépend aussi beaucoup des investissements des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, et que tous les palais de la famille royale saoudienne sont au Maroc. Donc, on voit bien que là, le Maroc essaye, une fois de plus, de garder sa position entre les deux, de garder des relations avec l'Arabie saoudite, mais quand même, on est en plein Ramadan aussi, n'oubliez pas. Donc, c'est vrai que je pense que le roi du Maroc, en tant que descendant du prophète aussi, se doit de faire en sorte que la population du Qatar
Qatar, en plus en plein Ramadan, ne soit pas privé de nourriture, qui est quand même un moment particulier. Bon, donc il y a tout ce jeu autour de ces questions, et il y a tout. Quand on regarde finalement les pays africains qui, pour l'instant, ont rompu les relations avec le Qatar, sont des pays qui dépendent évidemment avant tout de l'aide saoudienne, et ceux qui restent entre les deux, ce sont ceux qui ont justement des investissements d'un peu de partout et qui arrivent à garder cette position. C'est pas ça qui sera déterminant dans la poursuite ou non, mais c'est un élément intéressant de diplomatie que les uns et les autres jouent, et l'Arabie joue évidemment là-dessus pour essayer d'attirer le plus de monde et pour dire à la communauté internationale, vous voyez bien, nous avons raison, on a tellement autant de pays nous ont rejoints dans la rupture des relations avec le Qatar. C'était une question ici au fond par rapport à votre remarque sur le fonds souverain du Qatar et ses 300 milliards et le fonds souverain ou les fonds en Arabie Saoudite et leur capacité à investir 300 milliards. Vous ne pensez pas que l'Arabie Saoudite, ayant un déficit budgétaire de l'ordre de 80 milliards de dollars par an maintenant, après avoir fait des réformes économiques profondes, joue contre la montre et que la fragilité de la monarchie est en fait due au fait que leur temps est compté puisqu'ils ont un déficit budgétaire important et qu'au rythme actuel, leurs fonds de réserve vont fondre dans les 5 années qui viennent, alors que le Qatar, avec 250 000 personnes, peut très bien vivre dans les hôtels et devenir un pays virtuel. Oui, et vous avez tout à fait raison dans cette comparaison. C'est vrai que l'Arabie Saoudite donne le sentiment, enfin il y a un sentiment complètement contradictoire. Il y a un sentiment de fuite en avant de la famille royale, et en même temps, on voit bien avec la position qui a été donnée à Mohammed Ben Salman, son fameux plan Vision Saoudi 2030, avec cette volonté de diversification de l'économie, d'investir pour justement pérenniser l'État saoudien. Comment ça va s'articuler? Est-ce qu'il va y avoir une articulation entre les deux? Est-ce qu'on est complètement dans de la communication, dans du cosmétique, ou est-ce que vraiment ces réformes alors dont on parle depuis 30 ans, je suis d'accord, hein, les réformes du plan Vision Saoudi 2030, ça fait 30 ans dont on entend parler, c'est à peu près les mêmes, elles sont juste un peu réactualisées, on voit que le cabinet d'audit américain a juste réactualisé 2-3 chiffres, mais que finalement, toutes les mesures qui sont préconisées dans ce document sont les mêmes qu'on avait déjà lues il y a 10, 20 ans, ou même peut-être pas 30 ans, mais au moins 20 ans. Donc, est-ce que la jeune équipe autour de Mohammed Ben Salman va réussir ce plan pour justement consolider l'économie et pérenniser l'Arabie Saoudite et la famille royale? Est-ce que ce pari va être réussi ou non? Pour l'instant, je n'ai strictement aucune idée. Moi, personnellement, je suis très sceptique, mais parce que j'ai l'impression que c'est un pays où on peut même pas parler de pays, une famille qui gère ça au jour le jour, complètement à court terme. Quand on voit l'attitude encore d'un certain nombre de membres de la famille royale saoudienne qui continue à venir à Londres, à Paris, dépenser des dizaines de millions en quelques jours sans du tout tenir compte d'une réalité économique qui est beaucoup plus compliquée. Donc on a le sentiment qu'ils sont effectivement dans une fuite en avant, alors que le Qatar, lui, effectivement, ils sont tellement peu nombreux qu'ils ont plus de visibilité sur le long terme. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais en même temps, on est dans un système, enfin, je sais pas comment dire, mais dans un système qui paraît de toute façon complètement fou. Enfin, vous savez, le sentiment, moi, que j'ai à chaque fois que je vais dans les Émirats, que ce soit dans les Émirats ou à Qatar ou en Arabie, j'ai l'impression que tout peut disparaître du jour au lendemain. Il y a une impression quand même de quel est le mot, de factice. Un truc, on a vraiment l'impression qu'avec un coup de vent, que tout va complètement disparaître. Alors, c'est idiot, évidemment, de dire ça, parce que ça sera pas le cas. Mais juste pour dire que cette impression et ce sentiment est tellement fort qu'il y a vraiment cette impression qu'on est dans un truc complètement d'une fragilité, mais extrême. Et ce sentiment, en tous les cas, pour revenir à l'Iran, ça, on l'a pas quand on arrive à Téhéran. Alors, il s'agit pas de dire il y en a c'est bien, d'autres c'est mal. Il s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'observer la réalité de ces situations. Et c'est vrai que on n'est pas du tout dans la même perception et pas du tout dans la même réalité. Il faut ajouter à ça peut-être, Agnès, c'est que du point de vue militaire, il n'y a pas photo. C'est-à-dire une bonne partie des victoires récentes, depuis 2 ans de Bachar al-Assad en Syrie, c'est des victoires que les Iraniens, les Pasdaran, ont remportées. Le Hezbollah. Mais les Russes sont arrivés pour faire la cerise sur le gâteau.
l'état de l'armée saoudienne. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec la guerre au Yémen. Donc le caractère fragile est aussi un caractère fragile militaire. Hein. Mais c'est pour ça que ce qui est assez étonnant aussi dans cette crise, et ça permet de rebondir sur la Turquie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la Turquie, à part la remarque de quelqu'un d'un d'entre vous. C'est vrai que c'est intéressant, parce que on peut se dire que si les pays du Golfe veulent constituer un front sunnite justement pour faire face à l'Iran, ce front sunnite aurait du sens avec la Turquie. Parce que la Turquie, alors là pour le coup c'est un vrai pays, qui a une armée, qui sait se battre, qui sait ce que c'est que la réalité militaire, ce qui n'est pas le cas des pays du Golfe, avec l'Égypte évidemment, mais que ça aurait du sens si on rentrait dans cette logique. Hein, là on fait un peu de la politique fiction, mais d'avoir un front sunnite, les pays du Golfe, l'Égypte et la Turquie, là ça aurait du sens. Sauf qu'on voit bien dans le contexte actuel, avec ce qu'est devenu la Turquie maintenant depuis quelques années, et avec les derniers développements sur la scène turque, et avec du coup un Erdogan qui lui soutient évidemment le Qatar parce qu'ils sont sur la même ligne politique, si je puis dire, ou idéologique. C'est vrai qu'on voit que pour l'Arabie Saoudite de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la Turquie, c'est quand même un truc un peu aberrant, parce que l'Arabie Saoudite devrait avoir besoin de la Turquie si on rentre dans cette logique de front, si c'est la ligne qui l'emporte. Mais finalement, cette histoire aussi remet de certaine manière en question tout ce qu'on n'arrête pas d'entendre toute la journée de ce fameux front sunnite, front chiite. On voit bien que ça n'a aucun sens. Alors ça me fait plus au plaisir, parce que je suis de ceux qui considèrent depuis le début que d'analyser la région uniquement sous cet angle-là ne tient pas la route et n'a pas de sens. Et la crise actuelle, à mon avis, démontre aussi que cette façon de voir, de caractériser la région avec ce front sunnite et ce front chiite n'a pas de sens. La crise aujourd'hui à laquelle nous assistons est une crise avant tout au sein de ce front sunnite entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et la question iranienne est venue, est un des éléments avancés après, mais c'est pas la raison, je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus, c'est pas la raison première de ce conflit. Et donc c'est intéressant aussi de regarder toute cette littérature qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui a été aussi beaucoup mise en avant à propos du conflit syrien, de voir que cette ligne ou cette analyse ne tient pas quand même, je dis pas qu'elle n'existe pas, hein, cet élément existe, mais ça n'est pas la raison explicative de ce qui se passe dans la région. Merci pour cet exposé et ces explications. J'ai beaucoup appris et je pense que c'est à l'honneur de l'IREMO et d'Agnès Levallois et Dominique Vidal. Alors, j'ai une question sur les puissances régionales que sont Israël et la Turquie. Et une question sur la puissance internationale qui est la Russie. Par rapport à la Turquie, bon, vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments, mais c'est sérieux parce qu'il a fait, enfin Erdogan, président, il a fait adopter par le Parlement turc l'envoi de 3000 soldats turcs au Qatar. Donc 3000 soldats turcs au Qatar, ça veut dire combattre militairement l'Arabie Saoudite. Ben, c'est très grave. Je n'arrive pas à comprendre la logique de la position turque. Est-ce que c'est une opération de diversion par rapport aux problèmes intérieurs énormes qu'il rencontre en ce moment? Est-ce qu'il y a une logique de vouloir s'implanter militairement dans le Golfe? Je ne sais pas. Je me pose la question. Par rapport à Israël, il est impossible que ce qui se passe entre le Qatar et l'Arabie Saoudite n'intéresse pas Israël. Israël a une stratégie sur l'ensemble de la région et comme l'a dit Dominique, il y a une alliance de fait entre Israël et l'Arabie Saoudite. Alors, quel bénéfice pourrait éventuellement tirer Israël de cette crise? Je me pose la question parce que c'est pas possible qu'Israël soit indifférente à ce qui se passe là-bas. La troisième question, c'est la Russie. Parce que la Russie, tout à l'heure, ça a été dit, comme puissance pétrolière, et elle est fortement concernée par ce qui se passe dans le Golfe. Quand vous allez sur les sites de Russia Today, ils sont très prudents sur la crise. On sent qu'ils sont plutôt favorables au Qatar, mais du bout des lèvres. Alors, est-ce que vous avez des indices sur l'intérêt de la Russie par rapport ou les ambitions ou les comment dire les arrière-pensées ou
l'agenda de la Russie par rapport à la situation entre le Qatar et la Russie. Merci. Je vais commencer par la dernière question. J'ai pas d'éléments particulier, si ce n'est l'analyse de la position de la Russie maintenant depuis quelques années vis-à-vis de la région. Ce qu'on voit, c'est que la Russie a entrepris une vraie politique de reprise de relations diplomatiques sérieuses avec l'ensemble des pays de la région, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte. Donc l'idée véritablement de la Russie, c'est de reprendre pied dans l'ensemble de cette région, ce qui explique, à mon avis, la prudence à laquelle vous faites allusion dans les propos sur les sites d'information russes, qui est surtout de ne pas s'aliéner les uns et les autres aujourd'hui, de ne pas apparaître effectivement comme un des éléments majeurs de la crise, parce que la Russie n'a pas à être un des éléments majeurs, à la différence de Trump avec son voyage. Donc la Russie reste très prudente en se ménageant la position vis-à-vis des différents acteurs de cette région, avec, je pense, quand même l'idée que le souci majeur de la Russie aujourd'hui, c'est la question syrienne. Je veux dire, c'est vraiment là. Enfin, ça, c'est peut-être, on rentre dans un autre sujet, mais je pense que la Russie a quand même envie de se désengager assez vite de la question syrienne, du conflit syrien, parce que c'est un conflit qui lui coûte cher dans tous les sens du terme. Donc, je pense que toute son énergie diplomatique est beaucoup plus dirigée vers un règlement de la crise syrienne, et dans ce cadre-là, de faire attention de ne pas trop s'investir dans la question du Golfe pour se garder de la possibilité de pouvoir discuter avec les uns et les autres, parce qu'on sait très bien que dans le cadre d'un règlement de la question syrienne, il faut discuter avec les Saoudiens, il faut discuter avec les Turcs, il faut discuter avec les différentes puissances régionales qui aujourd'hui sont des acteurs majeurs. La grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, ce sont avant tout les puissances régionales qui ont leur mot à dire dans les conflits, et ce ne sont plus les puissances internationales qui gèrent les conflits. 2003, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, on fait appel aux Américains et l'armada occidentale qui vient. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une autre logique. La guerre au Yémen, ce sont les Saoudiens qui la font, avec l'aide de pays de la région, avec un soutien évidemment international. Mais vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans la même configuration stratégique, avec une implication différente. Donc la Russie, pour revenir à la Russie, aujourd'hui, elle veut, je pense, vraiment avant tout régler la question syrienne, parce qu'il faut qu'elle se désengage de ce conflit, parce qu'elle est en train de s'enliser et que ça faisait pas du tout partie du projet qu'elle avait quand elle est intervenue en août 2015. Donc, elle veut absolument essayer maintenant de s'en sortir. Donc, à partir de là, elle va essayer, je pense, de rester relativement à distance des parties prenantes aujourd'hui dans ce conflit dans le Golfe, tant qu'elle peut rester un peu à distance, tant qu'elle n'est pas obligée d'aller au-delà pour se donner cette possibilité d'agir et peut-être, pourquoi pas à terme, d'être un peu un médiateur. J'en sais rien, mais on peut pas l'exclure parce que c'est un peu le rôle aujourd'hui qu'elle entend jouer. Donc ça, c'était pour la question sur la Russie. La Turquie, le projet de la base turque au Qatar n'a pas été prise là. La décision qui a été prise là, c'est d'envoyer des soldats, mais ce projet existait auparavant. Donc il y avait déjà ce projet de la Turquie d'avoir une base dans le Golfe. D'ailleurs, c'est marrant, en ce moment, tout le monde va avoir des bases dans le Golfe. C'est vraiment le dernier endroit où il faut être pour un certain nombre de puissances régionales et internationales, c'est d'avoir sa base dans le Golfe, aux Émirats, au Qatar, suivant les envies des uns et des autres. Donc c'est vrai que la Turquie avait déjà cette ambition d'avoir une présence dans le Golfe, et c'est vrai qu'on voit bien que là, pour le coup, la relation Turquie-Qatar est une relation assez solide, puisque c'est le soutien avant tout aux frères musulmans, et d'ailleurs les Turcs ont proposé d'abriter certains frères musulmans qui seront peut-être amenés à partir le jour où le Qatar va devoir quand même donner des gages pour que cette crise s'arrête, si on est dans cette logique. C'est évident qu'Israël suit tout ça avec beaucoup d'intérêt, puisque vous savez qu'il y a eu ces différentes visites de responsables saoudiens en Israël, en particulier le chef des services de renseignement saoudiens qui est allé en Israël pour discuter d'un certain nombre de sujets. Donc on est dans une logique aujourd'hui où effectivement les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en particulier et Israël sont complètement dans la même logique vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis du Hamas en particulier, et c'est quand même ça le sujet qui intéresse
prioritairement les Israéliens, sans oublier aussi la question de Hezbollah, qui est aussi la question essentielle pour Israël. Avant toutes les autres, je crois que c'est vraiment la question de Hezbollah pour Israël qui prime. Et donc, l'alliance entre Israël et ces pays du Golfe est aussi, dans le cadre, là aussi, de la question du conflit en Syrie, d'essayer d'avoir un droit de regard sur ce que fait le Hezbollah en Syrie, parce que je crois vraiment que dans l'agenda israélien, ce qui arrive en tête, c'est vraiment le renforcement du Hezbollah, la puissance du Hezbollah. Dire, je reviens du Liban et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens, enfin les Libanais, n'ont qu'une inquiétude, c'est qu'il y ait une opération israélienne cet été au Liban. Enfin, alors, c'est vrai qu'il y a une tradition, si je puis dire. Hein. Mais alors, vrai ou faux, peu importe. Mais le fait est que lorsque vous allez à Beyrouth aujourd'hui, les gens, enfin les Libanais, ne vous parlent que de ça, du risque d'une intervention militaire cet été au Liban, parce que pour combattre le renforcement du Hezbollah. Donc, je pense que c'est vraiment un des éléments, avec la question du Hamas et l'élimination finalement de cette force aussi sur la scène palestinienne. Juste là-dessus. Bon, évidemment, les Israéliens sont très prudents sur la crise actuelle, parce que quand même, leur objectif, c'est cette alliance. Et une crise comme celle-là, elle peut avoir des effets déstabilisateurs parce que c'est une alliance qui n'est pas encore, comment dirais-je, coulée dans le marbre. Hein. On est au niveau des premières discussions, des approches, c'est pas une chose simple. C'est pas évident de mettre sur le même front des Arabes musulmans sunnites et des Juifs israéliens. Voilà. Donc je pense qu'ils sont très prudents. C'est ça qui caractérise d'ailleurs leur expression publique, est d'une prudence extrême. Deuxièmement, il y a un aspect qui leur plaît beaucoup dans la crise, c'est que le Qatar ne sera plus en état de fournir l'aide qu'il fournit au Hamas. Et ça, quand vous regardez bien la stratégie israélienne, qui a été une stratégie d'isolement progressive du Hamas, ils ont marqué un point extraordinaire avec Sisi, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est le dernier allié actif, j'entends pas allié de cœur, mais le dernier allié actif pour le Hamas. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier, le lieu où se trouve la direction à l'extérieur du Hamas. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Enfin bon, il y a quand même... C'est vital pour le Hamas. Le Hamas se trouve dans une situation de nasse de plus en plus grave. Et on ne peut pas comprendre autrement, j'y insiste parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, ce qu'ils ont fait avec leur charte. C'est pas du tout cosmétique. C'est pas du tout pour rendre leur charte un peu plus digeste pour le monde entier. Non, c'est pour essayer d'avoir une carte politique pour survivre à cette situation. Et donc, voyez où on en est quand même, parce qu'on parle d'alliance. Je ne veux vexer personne, mais on a aussi une alliance entre l'autorité palestinienne et Israël. Aujourd'hui, Israël coupe l'électricité, pour une part, à Gaza, sur la demande de l'autorité palestinienne, qui a des arguments, qui dit le Hamas ne paye pas, mais il dépense de par ailleurs. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a là aussi une alliance. Donc pour les Israéliens, cet aspect-là de la crise est un aspect extrêmement positif. D'autres questions, madame? Et puis monsieur après. Oui, une petite question. Que pensez-vous que va faire le Qatar dans les semaines qui viennent? Alors là, j'ai pas la boule de cristal. Moi, je suis pas comme Trump avec Sisi et le roi Salman avec la boule pour savoir ce qui va se passer. Ce que je pense, c'est que le Qatar va être obligé de plier. Je ne vois pas comment le Qatar ne peut pas plier à un moment ou à un autre. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il peut pas tenir tête. Et je pense qu'il a ce rendez-vous de 2022. Alors peut-être que vous allez dire que je fais une fixation là-dessus. Pourtant, j'ai pas un intérêt particulier pour le football. Hein. Mais en termes de crédibilité pour le Qatar, cette échéance pour ce pays est absolument majeure. Sinon, ça veut dire que... Moi, juste une parenthèse, j'ai toujours eu le sentiment que cette organisation, cette Coupe du Monde, était le truc de trop du Qatar. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'en organisant cette Coupe du Monde, le Qatar s'est pris les pieds dans le tapis et que c'est le truc de trop qu'il a lancé, mais qu'il n'a pas les moyens de tenir. Alors, peut-être que je me trompe, mais du coup, cette crise,
pour revenir à la crise, c'est ça le sujet. Je pense que cette crise va contraindre le Qatar à rentrer dans le rang, parce que s'il ne rentre pas dans le rang, il ne sera pas en capacité de tenir ce rendez-vous, et que sa crédibilité sur la scène régionale et internationale tient à cela, sauf si entre-temps la Coupe du Monde ne se tient pas parce qu'il y a tous les trucs de corruption, machin. Mais donc dans le rang sur quoi? C'est-à-dire, à ton avis, où sont je pense qu'il y a un certain nombre de responsables des frères musulmans qui sont abrités par le Qatar, qui partiront, qui iront trouver refuge en Turquie. Et là, je pense que du coup, Erdogan sera ravi de les accueillir, d'exercer des pressions sur Al Jazeera pour qu'Al Jazeera soit moins méchante à l'égard d'un certain nombre de régimes de la région. Et finalement, ce que demandent l'Arabie Saoudite et les Émirats, enfin les pays qui sont lancés dans cette opération, c'est pas énorme. Je veux dire, le Qatar peut le faire, comme le Qatar a déjà, à d'autres moments, a exercé les pressions nécessaires sur Al Jazeera pour qu'Al Jazeera se comporte un peu moins mal ou soit un peu plus soft dans ses commentaires. La plus grosse question, c'est vis-à-vis des frères musulmans. Mais là, justement, en raison de l'alliance privilégiée qui existe aujourd'hui entre Ankara et Doha, on peut imaginer que la Turquie puisse prendre le relais, ce qui n'empêchera peut-être pas des financements, de toute façon, du Qatar pour aider à l'accueil d'un certain nombre de responsables ailleurs. En revanche, moi, il y a une chose, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire parce que finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, c'est que le Qatar, à un moment, a été bien utile aux pays occidentaux, mais aux États-Unis, mais aussi aux Européens, quand le Qatar a été l'interlocuteur privilégié entre les frères musulmans et les pays occidentaux, à l'époque où les frères musulmans sont arrivés au pouvoir et que nous, évidemment, nous n'avions pas de relation avec ces frères musulmans. Et que là, nous, on s'était tourné vers le Qatar pour dire au Qatar, nous, on les connaît pas, ces gens-là, comment fait-on pour entrer en contact avec eux? Et que le Qatar a capitalisé aussi sur cette capacité qu'il avait à nous mettre en relation, nous, Européens et Américains, avec les frères musulmans. Et aujourd'hui, les mêmes, on leur dit, mais ça, c'est pas bien, il faut tous les virer. Donc, en même temps, je pense que il va aussi falloir gérer ça intelligemment, parce qu'on a besoin aussi de ces canaux de négociation ou de médiation par moment, et que le Qatar a joué ce rôle de médiation, que ce soit avec les talibans, que ce soit avec le Hamas, que ce soit avec un certain nombre de pays. Donc qui va occuper cette place si effectivement le Qatar renonce à cela en raison des pressions qui sont exercées? Mais moi, j'ai le sentiment quand même aujourd'hui que le Qatar va être obligé d'accepter les exigences qui sont celles de l'Arabie Saoudite, parce que je ne vois pas comment concrètement le Qatar peut indéfiniment tenir tête tout seul à l'ensemble des pays de la région. Alors, on ne peut pas exclure non plus maintenant que les États-Unis ont vendu au Qatar les avions dont on a parlé tout à l'heure, que les Américains après disent à l'Arabie Saoudite, bon, allez, on a fait vous avez montré, vous avez exercé les pressions pour montrer que c'est vous le chef, on vous reconnaît que c'est vous les Saoudiens, vous êtes les chefs. Bon, maintenant on se calme un peu et on fait retomber la tension. Mais comme ça peut aller à la guerre, honnêtement, je serais incapable de vous dire aujourd'hui si on va plutôt vers l'apaisement ou si on va plutôt vers je pense que les arguments des deux côtés se tiennent tout aussi bien pour aller dans un sens que dans un autre. Alors je me défile pas, mais je suis absolument incapable de... En termes de politique officielle quand même, le département d'État a fait savoir qu'il souhaitait un apaisement, clairement, c'est pas du tout le discours de Trump, c'est un discours beaucoup plus raisonnable. Il y avait une question là-bas, tout au fond. Merci. Oui. Pour les mêmes raisons que vous évoquiez, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que justement le Qatar gagne ce conflit, puisque ses alliés semblent être militairement, économiquement et politiquement plus solides que l'alliance saoudienne, Émirats arabes unis, qui eux-mêmes d'ailleurs dépendent beaucoup de leurs relations avec l'Iran. Quand vous parlez des soutiens ou des alliés du Qatar, vous pensez à qui? Vous ne croyez pas que la Turquie, en ce moment, elle est quand même dans une situation un peu compliquée et que, évidemment, elle soutient le Qatar aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Mais honnêtement, je suis pas une spécialiste de la Turquie, donc je vais être très prudente et j'ai quand même le sentiment que la Turquie aujourd'hui, elle est beaucoup plus préoccupée par ce qui se passe avec les Kurdes, avec l'Irak, avec la Syrie, et que le Qatar
évidemment, elle intervient parce qu'elle se doit, pour sa crédibilité et pour respecter ses alliances, de montrer qu'elle soutient le Qatar avec la question des frères musulmans. Mais je ne crois pas du tout que ce soit une priorité aujourd'hui pour la Turquie et que la Turquie a bien d'autres soucis, bien plus vitaux pour elle, avec des intérêts. Oui, vraiment, j'utilise le terme d'intérêts vitaux pour elle et pour Erdogan, dans la phase qui vient d'inaugurer avec le renforcement des pouvoirs qu'il a. Donc, je ne pense pas que le Qatar puisse s'en sortir à travers ce que vous venez de dire. Je pense pas. Je pense il faut sans doute ajouter, Agnès, si tu es d'accord, que à Téhéran, parce que Téhéran est quand même un lieu majeur dans cette affaire, il n'y a absolument pas d'intention belliqueuse d'aucun type. Pourquoi? Parce que jusqu'à nouvel ordre, Donald Trump n'a pas abrogé l'accord sur le nucléaire iranien. Donc tant que l'accord est valide, pour la direction iranienne, c'est un acquis extrêmement important. Donc ils ne bougeront pas, à mon avis personnel, le petit doigt en direction de quelque chose de plus énervé. Tant que si ce geste était fait, si Trump déchirait l'accord sur le nucléaire, ce qui n'est pas si simple, puisque c'est un accord, comme vous savez, multilatéral reconnu par le Conseil de sécurité. Donc, mais bon, je crois que ça aussi, ça joue en faveur d'un certain apaisement, quoi. D'autres questions? On va finir bientôt, mais il y a encore place pour une ou deux questions. Monsieur, attendez, vous allez avoir le... Voilà. On n'a pas évoqué alors la réalité des accusations formulées par l'Arabie Saoudite à l'égard du Qatar. Est-ce qu'elles sont en partie vraies, un petit peu vraies, ou pas du tout vraies? Donc les accusations on voit quand même que derrière ces accusations, il y a effectivement le soutien au Hamas, ce qui est connu de tous, et qui est revendiqué d'ailleurs par Doha sans problème. Mais il y a aussi, on devine, des accusations portées contre le soutien du Qatar à certains groupes plus radicaux alors le Front al-Nosra, par exemple, ou d'autres. Hein. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est une des questions essentielles que j'ai absolument pas abordées. Parce que, en fait, ça me fait sourire dans le sens où c'est vrai que de voir l'Arabie Saoudite critiquer ou en tous les cas condamner le soutien alors pas de l'État du Qatar, comme on peut pas parler du soutien de la famille royale, qui a eu des soutiens d'hommes d'affaires et de richissimes qatariens, comme il y a eu du soutien de richissimes saoudiens à des groupes, c'est une évidence. Donc que la critique... Il y a une liste qui a été publiée. D'ailleurs, il y a 26 Égyptiens dans la liste, parce que là, on voit bien que ce sont aussi... Alors là, c'est le Sisi qui règle ses comptes avec son opposition à travers cette liste. Donc, c'est vrai que je dis que ça fait sourire. Alors, c'est pas un sujet de rigolade, bien évidemment, mais dans le sens que ce soit l'Arabie Saoudite qui se pose en critique de cela, c'est juste pas crédible, quoi. Donc, qu'il faille effectivement mettre en place des systèmes pour que un certain nombre de Saoudiens, de Qatariens, d'Émiratis, de Koweïtiens soutiennent le terrorisme ou des groupes islamistes radicaux, oui, bien sûr, mais que cette critique, que cette condamnation vienne de l'Arabie Saoudite, tout est dit, quoi. Je veux dire, c'est pas, pour moi, ça n'a pas, je dis, ça serait comique si ça n'était pas aussi dramatique que ça, quoi. Donc, c'est vrai que la critique, elle a lieu d'être parce qu'on sait qu'il y a eu des financements par des hommes d'affaires du Qatar, d'un certain nombre de groupes, mais on a eu exactement la même chose dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et là encore, quand on voit la liste qui a été proposée par les Saoudiens contre des organisations et des personnalités, la majorité est égyptienne. Et donc, on voit bien là aussi, dans l'alliance avec Sisi dans ce sujet, c'est un moyen. Et on revient à une situation qu'on a connue à une époque, c'est-à-dire que sous prétexte de lutter contre l'islamisme radical ou l'islamisme tout court, on met tous les opposants de ces régimes-là et on revient à une situation qu'on a connue avant les révolutions arabes. Ce qui est terrifiant dans cette affaire aussi, c'est je trouve que ça rappelle des moments qu'on a connus et qui ont été des moments de fermeture totale politique, de fermeture totale de ces sociétés. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus aussi, c'est aussi cet aspect-là, même si c'est pas ce qui apparaît en première ligne de ce conflit. D'autres questions? Attendez une seconde de micro. Non, c'est juste c'est pas la même chose, mais pour revenir un tout petit peu sur l'Iran, j'ai beaucoup de mal à comprendre que jamais, au fond, les autres pays du monde, quoi, par rapport aux États-Unis, ne démentent toute cette espèce d'hystérie américaine par rapport à l'Iran. C'est-à-dire qu'on laisse, parce que finalement, on le laisse dire ce qu'il dit.
concernant l'Iran, à savoir que l'Iran, c'est le repère des terroristes, etc. Il n'y a jamais eu un terroriste qui est sorti d'Iran, que je sache. Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à un chef d'État, Trump? Il a été élu par les Américains, c'est le chef de la première puissance. Alors nous, ce qu'on peut faire, nous les Européens, alors nous la France, on a une attitude, on continue à dire qu'il faut absolument maintenir cet accord, que les entreprises françaises doivent aller en Iran pour travailler en Iran. Mais en même temps, le système bancaire international est entre les mains des Américains, dont tout le monde a la trouille, parce que si une banque française va travailler en Iran, la peur, c'est que les sanctions s'appliquent. Donc on est dans un système qui est complètement, alors enfin c'est un peu idiot de dire ça, mais interconnecté, quoi. Et donc c'est vrai que la marge de manœuvre dans ce contexte-là, elle est limitée. Donc nous, alors j'imagine que Emmanuel Macron, le président Macron, va aller dire à Trump, il faut maintenir la relation avec l'Iran, faut maintenir l'accord avec l'Iran. Mais voilà, quoi. Si l'autre il n'en fait qu'à sa tête, et pour l'instant il n'en fait qu'à sa tête, je vois pas très bien ce qu'on peut faire et quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose. Il faut dire quand même, madame, qu'on est tellement dans l'absurdité de la propagande. Enfin, dire que Téhéran est au cœur du terrorisme aujourd'hui, alors que Téhéran est aux premières lignes du combat contre Daesh, et en particulier en Irak, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond vraiment, quoi. Mais non, on laisse dire, c'est-à-dire les gens disent, la propagande officielle dit, la propagande pas seulement américaine, une partie de la propagande sioniste, par exemple, en France, s'appuie beaucoup sur ce genre d'arguments. Alors après, on ne va pas nier que le régime de Téhéran ait des aspects qui ne soient pas forcément sympathiques. Il a quand même une histoire, il a un enracinement religieux de caractère théocratique, il a un catalogue en matière de droits de l'homme qui est particulièrement sanglant. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui peuvent rendre ce régime antipathique, mais ce qu'on dit de lui ne correspond pas, en tout cas aujourd'hui et depuis des années, à la réalité. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a eu le courage politique, qui n'était pas évident, d'aller à la négociation et de signer l'accord sur le nucléaire. D'autres ont fait leurs bombes. Les Indiens ont fait leurs bombes. Les Pakistanais ont fait leurs bombes. Et d'ailleurs, personne n'a rien dit contre leurs bombes au moment où elles ont été faites. On s'en est aperçu tout d'un coup. On a dit, ah bon, ils ont la bombe. Donc, non, il y a dans tout ça une propagande qui est insupportable. Ça, vous avez raison. Moi, je suis d'accord avec vous. Et juste pour finir, n'oublions pas une chose fondamentale, c'est pour ça que l'histoire du terrorisme avec l'Arabie Saoudite, enfin bon, c'est quelque chose qui laisse sans voix. N'oublions pas que 15 des 19 pirates de l'air de 2001 étaient saoudiens. Bon, et ça, on a le sentiment aujourd'hui que ça a été complètement oublié. C'est juste une réalité, mais qui a été oubliée. Voilà. Donc nous sommes dans des rapports de force aujourd'hui qui sont effectivement, qui donnent aussi ce résultat. Donc voilà. Merci beaucoup à Agnès Levallois, c'était absolument passionnant. Et merci à vous tous d'y avoir participé à ce midi de l'IREMO.